Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième live autour du MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur. Je me présente, je suis Martine Assard, responsable formation, métiers et compétences en charge de l'Observatoire des métiers à la Direction générale de l'Institut Mines-Télécom. J'ai piloté la création de ce MOOC que vous pouvez découvrir ou redécouvrir sur la plateforme FunMOOC depuis le 12 octobre dernier dans sa version augmentée pour cette deuxième session. Je suis accompagnée ce matin de plusieurs intervenants. Si quelqu'un peut, juste couper son micro en entrant, merci. Donc, comme je disais, je suis accompagnée de plusieurs intervenants qui se présenteront à vous dans quelques instants pour vous donner un maximum d'informations sur l'industrie, ses secteurs et ses métiers, et pour vous dispenser surtout des conseils en termes de formation afin de mieux identifier les possibles parcours de formation qui existent et que vous soyez d'ailleurs en formation initiale ou que vous souhaitez mobiliser un dispositif de formation continue. Donc, pour le confort de tous, là, je vous demanderai juste de couper, en tout cas pour ceux qui nous rejoignent, vos caméras, les micros. Et je vous informe aussi que ce live sera enregistré pour le proposer ultérieurement en replay. Donc, avant de pouvoir démarrer et vous expliquer un petit peu quel sera le programme, je vais juste commencer par vous donner quelques mots sur l'Institut Mines-Télécom, qui est porteur de ce MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur. L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et à la recherche pour l'innovation. C'est un acteur majeur au croisement entre les sciences et les technologies du numérique et de l'ingénieur. L'IMT met également les compétences de ces écoles en perspective dans les grands champs des transformations numériques, industrielles, énergétiques et écologiques et dans leurs impacts sur l'industrie du futur, la ville, la santé et l'autonomie des personnes. Alors, en quelques chiffres, bien sûr, l'IMT, c'est le premier groupe d'écoles d'ingénieurs et de management en France, avec 7 écoles d'ingénieurs, une business school et un réseau d'écoles partenaires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, avec une impulsion très forte pour l'innovation et à l'international. C'est plus de 13 660 ingénieurs, managers et diplômés en doctorat qui sont formés. C'est aussi 4 200 diplômes qui ont été délivrés en 2019 et ce sont près de 95% de nos diplômés qui ont débuté leur carrière professionnelle directement en CDI. Nous proposons des formations généralistes dans des thématiques d'avenir telles qu'elles sont présentées au bas de votre écran, comme l'aéronautique, le spatial, le big data, l'environnement, l'intelligence artificielle, etc. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site initial et continu proposé. Quelques mots aussi pour vous parler du MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur, que certains d'entre vous suivent ou ont suivi et que d'autres suivront, j'espère, à l'issue de ce live. C'est donc un MOOC orientation qui s'inscrit dans une collection de plusieurs MOOC appelés projets sup dans le cadre d'un plan investissement à venir au sein d'un consortium qui est composé d'une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur et de l'ONICEP ainsi que de FunMOOC. Il est basé dans tous ses contenus sur l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre du projet Osons l'industrie du futur, qui est un projet collaboratif qui s'inscrit également dans le cadre d'un PIA en partenariat cette fois avec l'UIMM, l'ENSAM et l'ONICEP et qui a pour objectif de faire découvrir l'industrie et ses métiers pour les rendre plus attractifs. Martine, alors, le partage d'écran s'est arrêté. Oh zut, merci de me le signaler. Alors, je vais venir. Voilà.
il est là. Partager. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Revenu. Impeccable, merci. Donc, les publics concernés par ce MOOC, ce sont bien évidemment les collégiens, les lycéens et les étudiants. Ce sont aussi les adultes en situation de reconversion professionnelle. À cette fin, dans la session 2 du MOOC, plusieurs contenus leur sont vraiment particulièrement destinés pour qu'ils puissent optimiser les différents dispositifs selon leur situation. Et d'ailleurs, les 18 métiers qui sont présentés le sont également au regard des possibilités de formation sur le volet formation professionnelle. Voilà, donc je vous invite à découvrir pour ceux qui sont concernés. Les modalités, elles sont très simples, il n'y a aucun prérequis. Le MOOC est entièrement gratuit, simple et ludique. C'est d'abord un parcours découverte de l'industrie. Quant à ses missions, il a pour ambition d'aider à s'orienter, à se reconvertir et à s'informer, mais aussi à présenter l'industrie et particulièrement l'industrie du futur dans ses différentes facettes pour présenter tous les débouchés professionnels possibles. Avec comme objectif évidemment celui de casser tous les stéréotypes sur l'industrie et faire découvrir toutes les opportunités professionnelles accessibles à tous et à toutes, j'insiste bien aussi à toutes, sans distinction de niveau de qualification. Voilà, j'en arrive avec ça donc à la présentation donc, du déroulé de notre live, avec effectivement 3 grands thèmes qui seront abordés ce matin. Le premier étant les impacts des nouvelles technologies dans les secteurs de l'industrie. La seconde, la préoccupation environnementale de plus en plus intégrée et bien évidemment la problématique de l'humain au cœur de l'ensemble de ces transformations. Alors, en même temps que nous échangerons ensemble, il y aura un petit côté interactivité qui vous sera proposé. Donc, je vous poserai quelques petites questions. Et pour ça, n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou simplement à noter les autres voies d'accès pour pouvoir répondre et participer à ces quelques questions. Voilà, de toute façon, le QR code restera à l'écran durant toute la présentation et je vous laisserai à peu près 10 secondes pour chacune des questions. D'ailleurs, on va déjà tester et voir si ça marche. Alors, il semblerait que ça marche. Donc, c'est super. Une majorité d'entre vous suit le MOOC, semble-t-il. Très bien. On passe juste rapidement à la deuxième. Hop. Ah. Donc là aussi, je vous laisse répondre. Donc, une majorité d'étudiants ce matin parmi nous. Parfait. Et encore une autre. Très bien. Alors, je vais passer, donc, je voulais également vous préciser que n'hésitez pas à vous servir du chat qui est symbolisé par le petit onglet enveloppe et discussion pour nous poser directement les questions que vous souhaitez, de manière à ce qu'on puisse les traiter chemin faisant dans le live. Voilà. Alors, en même temps, je vais vous présenter donc les différents intervenants qui seront à mes côtés ce matin, en leur demandant donc de se présenter brièvement l'école ou l'entreprise qu'ils représentent,
avant que nous puissions démarrer avec la première thématique. Alors, on va commencer, pour faire simple, par ordre d'apparition sur le slide. Donc, Jean-Baptiste, c'est Bonjour à à vous. tous. Merci. Donc, je suis enseignant en supply chain management et logistique industrielle à l'IUT d'Orléans, qui est un organisme public qui forme principalement des techniciens supérieurs. Pour ceux qui rencontreront dans le système aujourd'hui, parce qu'il y a une réforme en cours sur ce qu'on appelle le DUT, anciennement le DUT, c'est un bac+3, qui permet d'arriver soit par la formation initiale, par l'alternance et aussi en formation continue sur des métiers relatifs à ces thématiques. Donc c'est un réseau d'écoles qui sont disponibles, les IUT sont présents partout en France, et donc ce département en particulier s'appelle CLIO, Qualité Logistique Industrielle et Organisation, et vous avez aussi les filières Génie Logistique et Transport, couvrir dans ce système tout ce qui est relatif aux thématiques de la gestion des flux en entreprise. Très bien, merci Jean-Baptiste. Je passe la parole à Bruno. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Bruno de Sud, donc je suis enseignant-chercheur donc à Télécom Sud Paris, qui est une des écoles de l'Institut Télécom. Donc Télécom Sud Paris, c'est une école donc d'ingénieurs du numérique. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc nous formons principalement donc des ingénieurs qui vont se spécialiser à la fois autour des big data, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la data science aujourd'hui, et puis également le secteur de l'Internet des objets, donc Internet of Things, qui concerne également l'industrie du futur. Et donc, on a également des formations continues qui touchent ces domaines-là. Merci Bruno. On passe à Yann. Bonjour à tous, Yann Bunel, je suis professeur à INP Atlantique. INP Atlantique est également une des écoles du groupe l'Institut Télécom. Je suis responsable d'un département système réseau, cybersécurité et droit du numérique, dans lequel on va également former des étudiants de bac+5 à bac+8 en numérique, réseau, tout ce qui va être l'Internet des objets, la cybersécurité, évidemment, comme le nom du département l'indique. Mais l'école, c'est au-delà de ça, puisque c'est une école généraliste qui va former à la fois sur les métiers de l'environnement, de l'énergie, du numérique, allant du capteur et donc de l'électronique jusqu'aux applicatifs métiers, donc dans les grandes familles du numérique, et donc la data science dont a parlé Bruno juste avant. Merci Yann, et on passe à Ahmed. Bonjour à tous. Ahmed Mouzela, je suis professeur en système d'information, un domaine qui est à cheval entre l'informatique et le management, qui s'intéresse particulièrement à l'adoption des technologies et du numérique à l'Institut Mintelecom Business School. Je dirige aussi un département qui s'appelle TIM, Technologie Information Management, qui en fait couvre toutes les formations en système d'information en termes d'audit, de conseil et comment mener des projets. Elle est sur le même campus que Télécom Sud Paris. Et donc, cette école forme c'est-à-dire à des managers responsables au métier du management, du marketing, finance, stratégie, comptabilité, ressources humaines, etc. Et donc, l'idée, c'est de fournir sur le marché des gens capables de manager des transitions numériques, des transitions écologiques, industrielles. Et puis, bien sûr, c'est une école qui se veut un petit
problèmes de son. Ah, il y a un problème avec ma connexion? Elle est un peu lente, Imed, mais on t'a entendu, mais avec un débit assez lent. Ah, parce qu'en fait, je suis connecté avec mon téléphone, comme indiqué ce matin, pour des raisons de problème de Wi-Fi. Là, on t'entend très bien, par contre, tu vois. J'ai bougé, en fait, je crois qu'il y a une interférence entre mon iPad et mon téléphone. C'est ça. Donc, si vous voulez que je répète rapidement, c'est bon? Écoute, je pense que c'est bon. Sinon, est-ce que tu avais fini ou pas, Imed? Sinon, je te laisse. Oui, j'ai fini. Oui. Parfait. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une école de management de l'Institut Mines Télécom et je suis dirige un département à cheval entre le management et le numérique. Voilà. Impeccable. Merci, Imed. On passe à Damien. Oui, bonjour à tous. Donc, Damien Lamy, enseignant-chercheur en génie industriel à Mines Saint-Étienne. Je travaille principalement sur le pilotage des systèmes de production avec prise en compte de contraintes énergétiques. Donc, au-delà des formations initiales qui présentent la possibilité de se former à la gestion de production, aux outils d'aide à la décision, Mines Saint-Étienne propose aussi une filière de formation sous statut salarié, avec une spécialité en génie industriel et aussi un master spécialisé en transition industrielle. Donc voilà, pour faire court. Merci Damien. Et on passe à Karim. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc comme a démarré Jean-Baptiste Vidal, donc je suis aussi enseignant-chercheur dans un IUT. En fait, l'IUT Schiltigheim, c'est Strasbourg. Et donc, je m'occupe du pôle maintenance, c'est-à-dire le diplôme universitaire de technologie en génie industriel et maintenance. Et nous proposons également 2 licences professionnelles, toujours dans le domaine de la maintenance. Et donc, le pôle maintenance, c'est ce que vous pouvez retrouver là. Donc, une licence professionnelle en contrôle industriel et maintenance des installations. Et une deuxième licence professionnelle en technique avancée de maintenance. Alors, je suis aussi le délégué Alsace de l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance. Et donc, la matière que j'enseigne, c'est l'organisation et la gestion de maintenance. Voilà. Merci Karim. On passe à Jérôme. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de représenter une des 7 écoles d'ingénieurs de l'Institut Mines Télécom, donc IMT Lille-Douai. Je suis responsable de la formation continue. Donc, IMT Lille-Douai, c'est une des 7 écoles d'ingénieurs, donc qui est composée de 3 centres d'enseignement, de recherche et d'innovation. Donc, nos thématiques, c'est l'énergie, l'environnement, les sciences et technologies du numérique, mais aussi les matériaux et les procédés. Et donc, nous nous inscrivons tout à fait dans cette thématique en fait de l'industrie du futur, en particulier sur des sujets. S'il y en a qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'intelligence artificielle et de la data. Donc, on forme aussi bien des étudiants de filière initiale sur 5 années, que ce soit sur le diplôme généraliste, où nous étudions la possibilité de se créer un parcours à la carte sur les thématiques citées précédemment. Et puis, il y a aussi 5 diplômes de spécialité accessibles par la voie de l'apprentissage, et qui couvre aussi bien l'énergie, les télécoms, l'informatique, les matériaux. Donc voilà. Et puis moi personnellement, j'ai été invité et je remercie Martine de son invitation pour aborder les questions aussi de formation continue et à destination d'un public salarié, puisque nous proposons aussi des formations sur mesure à destination des entreprises en fonction de leur cahier des charges et de leurs besoins de développement de compétences. Merci Jérôme. Et on va passer la parole à nos 2 intervenants qui sont donc des professionnels qui vont pouvoir, dans la suite de ce live, témoigner un petit peu de leur expérience sur le terrain. Donc le premier, c'est donc Hervé, à qui je passe la parole. Bonjour à tous, donc Hervé Foch, je suis manager d'une équipe d'une 40aine de personnes au sein de l'entreprise Airbus Defence and Space.
Et donc, pour synthétiser très rapidement, chez Airbus, nous sommes la partie qui, à la fois, construisons des satellites, différents types de satellites, et qui opérons ces satellites. En l'occurrence, pour ce qui est du domaine de l'équipe dont je m'occupe, ce sont des satellites d'observation de la Terre, donc des satellites qui acquièrent des images de la Terre que l'on livre à nos clients dans le monde entier. Et le département que je gère est un département principalement constitué de chefs de projet, donc qui pilote la réalisation de contrats commerciaux avec des clients privés, institutionnels, pour la fourniture de grands volumes d'images satellites pour une grande variété d'applications. Voilà, et je serai ravi de répondre à toutes les questions sur le métier de manager au sein d'une entreprise comme Airbus Defence and Space. Voilà. Merci Hervé. Et on passe à Justine. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à vous d'être là ce matin. Merci à Martine de m'avoir invité à ce live. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Moi, c'est Justine Chevrier. Je suis responsable d'entrepôt dans l'entreprise Beckman Coulter. Donc, Beckman Coulter, c'est une entreprise qui fabrique des produits de diagnostic médicaux. Grosso modo, pour faire simple, ce sont des réactifs qui sont utilisés dans le diagnostic médical, par exemple, vous allez faire une prise de sang ou en recherche. Mon rôle à moi au sein de l'entreprise, c'est de gérer l'entrepôt de matières premières qui vont servir à la fabrication des produits et de gérer l'entrepôt de produits finis qui vont être ensuite expédiés à nos clients finaux. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est une entreprise qui est multinationale, qui envoie des produits partout dans le monde et tout est produit en France sur site ici. Voilà, je serais également ravie de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Merci Justine. Alors juste pour info, Justine et Hervé, comme d'autres de nos intervenants, ont réalisé une vidéo que vous pouvez effectivement visionner dans le MOOC. Alors, pour continuer, je vous pose 2 petites questions et après on commencera à rentrer dans le vif du sujet. Ah. Alors, on retiendra le mot passion. Je pense que c'est pas mal pour l'industrie. Un mot que tu aimes bien d'ailleurs, Karim. Alors, question suivante. Absolument. C'est bien ça. Alors, sans tarder, on va passer à la première des 3 grandes thématiques développées ce matin, à savoir quels sont les impacts des nouvelles technologies dans les secteurs de l'industrie, en envisageant bien évidemment les conséquences sur les métiers et les besoins en compétences, et cela par secteur. Donc là, on va commencer juste par une toute dernière question avant de passer la parole. Alors, on attend juste les réponses. Voilà. Pas mal. Alors, nous démarrons avec Yann pour aborder le secteur de la recherche et de la conception et envisager, donc, pour commencer avec lui, quelles sont ces nouvelles technologies qui sont intégrées dans ce secteur et quelles vont être les conséquences sur les métiers et les besoins en compétences. Je passe la parole à Yann. Merci beaucoup. Alors, il est vrai qu'au niveau de la recherche et la conception, on va être vraiment en amont de l'industrie du futur, mais on est intégré tout à fait à l'intérieur, puisque les tout grands industriels qu'ils soient dans la production, dans l'innovation, se doivent d'avoir un département qu'on appelle de R&D, donc de recherche et développement, qui va créer en amont les besoins futurs ou les produits futurs.
Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'impacts forts dans la numérisation de notre industrialisation et l'évolution de la conception de la recherche a réellement changé significativement ces 20 dernières années, avec une accélération encore plus flagrante ces dernières années, avec l'arrivée justement des objets communicants et principalement du prototypage rapide. Aujourd'hui, on se rend compte que concevoir des objets avec les modèles numériques et avec les impressions additives nous permettent de pouvoir avoir des objets et des produits en évaluation beaucoup plus rapidement, et donc de pouvoir accélérer la chaîne d'innovation, accélérer la mise sur le marché des produits, et donc rendre la recherche amont et l'industrialisation beaucoup plus proche en termes temporels. Beaucoup de choses et de compétences sont nécessaires dans ces métiers. J'ai cité quelques mots-clés que vous voyez apparaître sur votre écran, mais ils sont bien sûr pas exhaustifs. L'idée qui se crée de plus en plus aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure dans le deuxième grand thème de ce live, c'est au niveau de l'éco-conception. Et donc, les besoins aujourd'hui qu'on a dans la recherche et la conception, c'est finalement besoin de personnes créatives, de personnes comme notre président aime les appeler disruptives, mais avec une appétence forte pour le numérique et les nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme on l'a présenté dans la question précédente sur la définition de l'industrie du futur, on peut plus s'extraire de la numérisation de la société, et on peut plus s'extraire de tout ce qui va être les objets communicants et les nouvelles technologies qui font leur entrée de manière intéressante et pertinente dans le tissu industriel. Merci Yann. Et de la recherche et de la conception, on passe à la production. Ok. Donc sur l'aspect nouvelles technologies, forcément, donc elles continuent d'impacter le secteur industriel. On peut mentionner plusieurs technos matériels, mais aussi peut-être surtout logiciels, conceptuels. C'est difficile d'être exhaustif, mais un des plus gros impacts concerne non pas la captation des données, on parle d'IoT, 5G, mais c'est surtout leur utilisation poussée pour en extraire des informations pertinentes, parce que c'est ça qui apporte de la valeur aux entreprises. Donc il faut nettoyer ces données, les traiter, etc. Donc tous les métiers associés sont bien sûr très très en vogue, data analyst, scientists, ils ont pignon sur rue. Un autre point peut-être peut concerner aussi l'interopérabilité des systèmes. Vous avez aujourd'hui des technologies qui cohabitent tant bien que mal, et ça nécessite d'avoir un bagage de compétences non négligeable, ou à défaut de renforcer la coopération entre les services avec des équipes pluricompétentes. Donc c'est des points importants dans l'évolution des métiers. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'il faut rester un peu pragmatique, parce que on parle d'usine, industrie du futur, mais en 2017, on a 70% des entreprises de plus de 250 employés qui ont un ERP, donc un logiciel de gestion intégré, une espèce de grosse base de données partagée dans l'entreprise. Et l'ERP, ça date des années 90, presque une solution du passé, on pourrait dire. Et pourtant, le taux de couverture est relativement faible. On tombe à 45% pour les 140 000 entreprises entre 50 et 249 employés, 20% pour les entreprises entre 10 et 49, alors que c'était censé révolutionner l'entreprise en son temps. Donc, il faut être conscient un peu de ces fractures et être capable de prendre du recul par rapport à ces technologies, à leur déploiement. Et c'est un point important, un des objectifs, je pense, des formations. Alors, sur le slide sont également mentionnées d'autres évolutions technologiques. Mais voilà, je pense que le message est là. Il faut prendre un peu de recul par rapport à ces technos-là, et avant de vouloir les déployer dans l'entreprise. Merci Damien. Je passe la parole à Karine pour aborder les impacts de ces nouvelles technologies dans la maintenance. Alors, la maintenance, bien entendu, et vous en doutez, on retrouve les mêmes préoccupations, c'est-à-dire que la maintenance est au cœur des révolutions aujourd'hui, par l'utilisation des machines et des capteurs, notamment IoT, ce qui a été rappelé il y a un instant. L'objectif les trois enjeux de la révolution, et donc que vous retrouverez dans le document qui s'appelle La maintenance des métiers d'avenir,
Donc, 1, c'est collecter toutes les données possibles. 2, c'est analyser les données. Et 3, c'est exploiter ces données. Donc, on va bien sûr retrouver du traitement Big Data. L'objectif, c'est l'exploitation des données à 100% de tous les actifs techniques. Alors, bien entendu, souvent, on me pose la question, qu'est-ce qu'on va changer dans la formation? Là, vous voyez à l'écran un certain nombre d'images qui représentent les évolutions. Donc, j'insiste toujours en disant que la maintenance manuelle, elle reste incontournable, hein, bien entendu. Au niveau des compétences, on va retrouver quoi? De la robotique et de la cobotique. La cobotique, ce sont les robots collaboratifs, c'est-à-dire l'opérateur peut être à côté du robot, de l'automatique, bien entendu, de la mécatronique, donc l'alliance de la mécanique et de l'électronique. Les machines-outils sont de plus en plus multifonctions, c'est-à-dire qu'elles sont prééquipées de capteurs. La fabrication additive, les drones, alors il commence à avoir des écoles qui permettent d'avoir une qualification supplémentaire pour utiliser les drones, notamment en maintenance. Quand on sait que une heure d'hélicoptère, c'est 2500 € de l'heure, aujourd'hui, la SNCF utilise les drones pour surveiller les lignes. EDF également. EDF utilise les drones également pour les barrages, puisqu'on peut faire avec une caméra embarquée haute définition. L'aéronautique l'utilise pour vérifier les impacts sur les avions. Tout ça pourquoi? Pour optimiser et diminuer les temps d'arrêt. Alors, les matériaux également aussi, puisqu'on va parler de fabrication additive, en fait, c'est l'impression 3D, et donc forcément la partie matériaux. Alors, qu'est-ce qui va changer? En fait, ce qui change, c'est ce que vous voyez à l'écran, hein, donc c'est les outils qui vont être à disposition. Donc, en haut à droite, c'est les ultrasons qui servent notamment à traquer les fuites ou à optimiser des dégraissages. La réalité virtuelle permet en amont et donc avant même que le système soit opérationnel de vérifier que tout s'installe correctement. Comme vous le savez, aujourd'hui encore, hélas, l'intégration de la maintenance à la conception, c'est pas encore une affaire gagnée. Et donc, on a encore, et je vous passe les jurons, ça a encore été conçu par alors je ne dirais pas puisqu'il y a des écoles d'ingénieurs, mais là, c'est pas de leur faute, hein, puisque dans les écoles d'ingénieurs, heureusement, ça évolue et on commence à parler de maintenance. Ça doit être une partie intégrante. Ensuite arrive la réalité augmentée, donc ça, tout le monde utilise ça, il n'y a rien de nouveau. Les objets connectés qui vont faciliter le travail, qui permettent surtout quand on est technicien d'astreinte, donc ça veut dire qu'on doit être de garde, quand on reçoit une alerte, on peut se connecter et vérifier si on a vraiment besoin de se déplacer, ou bien ça peut encore attendre, hein, généralement quand on est d'astreinte, ce genre de message arrive toujours quand vous avez vos amis qui sont là. Donc, voilà un petit peu c'est donc un métier passionnant qui bouge. Je rappelle que la maintenance est une des briques essentielles de l'industrie du futur. Dès qu'il y a une installation, il faut une maintenance. Sans maintenance, ça ne peut pas fonctionner. Alors après, il faut arrêter avec les fantasmes des robots qui vont faire la maintenance. Oui, je veux bien, mais il faut bien que quelqu'un fasse la maintenance du robot qui fait la maintenance et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un métier passionnant. C'est un métier anti-routine par définition, parce que même si on a tout prévu, on n'est jamais à l'abri. Et la maintenance, c'est la tête et les mains. Voilà. C'est bien résumé, Karim. On passe donc au big data, ça fait une bonne transition avec les données fortement présentes dans la maintenance vers le big data. Et c'est à toi, Bruno. Merci Martine. Alors, on a déjà pas mal parlé d'intelligence artificielle, de data, donc je vais pas forcément y venir. Alors, les deux points qui m'intéressent plus ici, c'est pourquoi, donc qu'est-ce qu'on en attend de l'utilisation de ces données. Alors, on en attend de la maintenance préventive. Donc, Karim a déjà abondamment parlé là-dessus, mais clairement, on a envie effectivement de pouvoir maintenir les équipements avant qu'ils soient défaillants ou avant qu'ils aient des signes de défaillance trop importants. Donc ça, c'est la captation de données en amont sur le fonctionnement de ces équipements peut aider à faire cette maintenance préventive.
On en attend également de l'optimisation des chaînes de production. Donc, plus on va avoir d'informations sur ce qui se passe à un instant donné sur une chaîne de production, et plus on va être capable donc de l'optimiser. Alors, ça peut être l'optimiser pour diminuer le nombre de déchets, ça peut être l'optimiser pour diminuer la consommation énergétique globale de l'entité. Enfin, donc, il y a plein de dimensions dans l'optimisation, mais clairement, c'est ce genre de choses qu'on attend. Alors, on a déjà beaucoup parlé de l'exploitation donc de ces données avec le côté data scientist, mais il ne faut pas non plus oublier qu'avant de les exploiter, il faut les avoir. Et donc, il y a toute une chaîne d'acquisition qu'il faut mettre en place. Et donc, il y a aussi pas mal de compétences dans ces domaines-là qui sont plutôt liées d'une part à l'instrumentation, donc mettre des capteurs. Donc, ces capteurs, il faut qu'ils existent. Éventuellement, ça peut impacter la conception des produits parce que ces capteurs, il faut qu'ils soient présents éventuellement sur les objets qu'on va scruter. Donc, ça peut remettre en cause la conception de ces objets. Et puis ensuite, il faut une chaîne de transport de ces données, donc depuis le capteur qui les a acquis vers une plateforme Big Data. Il faut sécuriser ce transport d'informations. Donc là, il y a pas mal d'aspects aussi cybersécurité qui sont importants parce qu'une chaîne de production, ça va pouvoir s'attaquer comme on peut attaquer aujourd'hui des sites web. Donc, il faut aussi protéger ces sites de production d'attaques externes. Et puis, une fois qu'elle est effectivement stockée, il faut la gérer et puis, bien évidemment, l'analyser. Et donc là, on va retrouver tous les métiers liés à ça. Donc, beaucoup de nouveaux métiers. Alors, encore une fois, là, je cite ici dans les formations Big Data, usine du futur, des métiers qui couvrent toute la chaîne. Donc, encore une fois, ne pas oublier toute la chaîne réseau, avec ici un certain nombre de formations. Et puis, donc, dès le bac plus 2, donc j'ai mis ici des formations du supérieur, donc dès les BTS, DUT, et puis maintenant peut-être les VUT, et jusqu'au master et école d'ingénieur, et puis également pour des gens qui seraient en reconversion, un certain nombre de formations donc professionnalisantes, type CES et master spécialisé, donc qui permettent de se reconvertir, ou en tout cas de se requalifier quand on est un petit peu donc en recherche de nouvelles compétences. Voilà. Merci Bruno. Alors un autre secteur qui est en pleine évolution, c'est bien sûr la supply chain. Et donc là, avec deux témoins, donc pour nous en parler, d'abord Jean-Baptiste. Très bien. Alors, le supply chain management, c'est pas quelque chose de nouveau, un peu comme l'a dit Damien tout à l'heure. C'est plutôt quelque chose, quand il a présenté les ERP et les problématiques de gestion avec ou sans informatique. L'art de faire du supply chain, ça existe depuis les années 1970. Simplement, très peu d'industries, finalement, s'y sont réellement intéressées. Et c'est, depuis une quinzaine d'années, une véritable problématique majeure de compétitivité pour beaucoup de sociétés, avant même qu'on parle d'industrie 4.0. C'est l'art notamment de gérer de manière globale les flux physiques et les flux d'informations. Donc, vous en avez certainement entendu parler à outrance dans cette période un petit peu compliquée autour de la Covid-19. On entend parler de chaînes d'approvisionnement de matériel ou tutti quanti. Donc, il faut si on se met à la maille d'une usine, le supply chain management, c'est la problématique qui consiste à essayer de planifier, donc c'est prendre des décisions, un ensemble d'activités qui vont aller de l'approvisionnement, la production et la distribution. Donc, le flux physique, le produit, il va d'abord être sous la forme de matière première, il va être assemblé, fabriqué, puis arriver à un moment donné à un état de stock, sauf qu'il n'est pas là où le client le veut, il faut le déplacer. Et donc, ça se fait avec des problématiques qui vont coexister à différents niveaux. À l'échelle de l'opérateur de ligne derrière son poste de travail, on répond toujours à des questions du type quoi, quand et combien. Donc, qu'est-ce que je vais faire, combien je vais en faire, alors quoi, quand et à partir de quand je démarre cette activité, jusqu'à, entre guillemets, par exemple, des questions plus stratégiques qui vont relever aussi du supply chain, du type où est-ce que je vais stocker mes matières premières dans un réseau international? Est-ce que je les mets en Chine? Est-ce que je les mets en Asie? Est-ce que je les mets en France? Est-ce que je m'approvisionne avec des fournisseurs locaux ou est-ce que je m'approvisionne avec des fournisseurs qui sont à l'étranger? Bref, un ensemble de questions qui ouvrent à des métiers complètement différents, accessibles tant par des bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, et avec des montées en compétences au fur et à mesure
qu'on évolue dans l'entreprise. Et donc, le supply chain management, est-ce que c'est nouveau? Vous avez compris, non, c'est pas nouveau. Par contre, il y a beaucoup de sociétés qui s'y intéressent aujourd'hui. Il y a énormément de métiers qui fait qu'on essaie de comprendre comment mieux faire les choses, tant à l'échelle d'une équipe de dizaines de personnes qu'à une échelle de 100, 200, 300 salariés ou plusieurs usines. Qu'est-ce que l'industrie 4.0 vient changer aujourd'hui là-dedans? Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention un petit peu aux fantasmes. Je dirais que de manière très, très pragmatique, vous avez en priorité pas mal d'évolutions grâce à la technologie. Alors, on vous imagine des petits robots, des choses un petit peu comme ça. On a plein de choses numériques qui viennent changer la nature des flux physiques qui ont lieu sur le terrain. En général, la caractéristique majeure que l'on peut observer, c'est le fait que les temps de réactivité sont raccourcis. En clair, on est beaucoup plus rapide, ce qui, de fait, augmente la complexité de la gestion des flux d'information et des prises de décision. Parce que comme tout va beaucoup plus vite, on a un champ des possibles qui est énorme et simplement, il faut apprendre à jouer avec cela. Et si, avec le futur, on dirait là, pour le coup, le vrai futur, avec le temps, peut-être qu'on verra arriver des manières de faire en termes décisionnels, organisationnels, qui pourront s'appuyer sur de l'intelligence artificielle, sur la gestion de données. Mais aujourd'hui, c'est très embryonnaire. Très peu de sociétés en sont à ce niveau de maîtrise. La plupart, finalement, on pourrait dire que le plus gros impact de l'industrie 4.0 avec tout ce mouvement, ça a été de réveiller un petit peu les consciences et de faire comprendre à cette grande majorité de sociétés qui ne faisaient tout simplement pas de supply chain management, qui pouvaient intégrer ces problématiques et que c'était même une nécessité, parce que c'est clair que la tendance va aller vers beaucoup plus vite. Il va falloir prendre des décisions plus rapidement, plus impactantes, et qu'on doit apprendre à le faire avec les moyens qui sont représentés par tout ce qui a été présenté par mes camarades tout à l'heure. Donc la technologie de maintenance, la technologie d'information avec la gestion du big data. Et à ce titre-là, il faut d'abord voir quelles sont les potentialités. Et à ce titre-là, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse clé qui est donnée. Voilà. Il y a des essais. On est dans la création de solutions et de nouveaux standards qui seront peut-être appliqués d'ici 5 à 10 ans, mais pour l'instant, c'est très, très embryonnaire. Merci Jean-Baptiste. Alors, du côté de Justine, quel est votre regard, vous, dans votre activité en tant que responsable d'entrepôt par rapport à l'intégration de ces nouveaux outils? Alors moi, en fait, de façon très concrète, je vais déjà vous donner un peu un cadre. Dans mon entreprise, le cœur de métier, c'est pas la logistique, c'est la R&D. Donc en fait, déjà pour réussir à mettre en place les solutions, moi, il y a tout un process où il faut que je prouve qu'elles sont rentables en termes de productivité ou de qualité sur mon service. Et généralement, en fait, les budgets sont pas prioritaires dans mon service. Après, ce que ça implique, c'est que déjà en termes de technologie, nous on n'est pas du tout à la pointe. Je vois beaucoup de solutions qui pourraient être super, qui pourraient augmenter beaucoup ma productivité, le confort de mes opérateurs et la qualité de mon service. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les mettre en place parce qu'il y a d'autres projets qui sont prioritaires et qu'on n'a pas les budgets. Par contre, là, par exemple, on est en train de mettre en place les scanettes. Ça peut vous paraître basique, parce que ça existe depuis longtemps, mais mettre en place les scanettes qui sont connectés à notre ERP, ça va nous permettre de faire moins d'erreurs, donc d'envoyer les bons produits à nos clients, et ça va nous permettre de gagner du temps. Donc, par exemple, c'est une solution technologique qui existe depuis longtemps, qu'on commence à mettre en place maintenant, parce que j'ai réussi à montrer que ça nous apportait un gain. Donc l'impact, c'est que sur la logistique, c'est que il est avant tout qualitatif parce que ça nous empêchait de faire des erreurs. Il est aussi en termes de productivité, on va gagner du temps. Et il est aussi en termes de sécurité parce que certaines fois il y a des solutions qui nous permettent aussi de travailler plus en sécurité que ce qu'on a déjà. Après, c'est sûr, il existe beaucoup de solutions de pointe qui existent, qu'on aimerait mettre en place. Mais après, on se heurte effectivement à la réalité, comme le disait le Damien, c'est que c'est pas forcément possible de le faire parce que, par exemple, dans une entreprise où c'est pas le cœur de métier la logistique, on va pas être prioritaire et on va pas pouvoir les mettre en place. Si je peux rajouter quelque chose sans problème, par rapport au thème, c'est que ça passe aussi, on l'a vu par exemple pour un sujet comme le Lean, le rôle des formations initiales ou par apprentissage ou des personnes qui reviennent se faire former sur des corpus de connaissances qui sont en train de se construire d'une certaine manière, c'est aussi de les diffuser, de les populariser. Et donc à ce titre-là, par exemple, le but Clio qui va sortir et qui sera accessible dès la rentrée va ouvrir sur un parcours de spécialisation
qu'on pourrait appeler Industrie 4.0, et dans lesquelles, en clair, les jeunes seront formés, ou les moins jeunes, ceux qui prendront sur ce type de parcours-là, il y aura justement une mise en avant des problématiques métiers, donc là en l'occurrence supply chain management, mais on pourrait dire production, on pourrait dire maintenance, avec les moyens du moment, et c'est-à-dire former des gens, soit à faire déjà connaître le matériel qui peut exister, trouver des arguments vis-à-vis d'une direction pour, par exemple, légitimer le fait que, quand on n'investit pas sur son secteur de distribution, à un moment donné, on a des produits qui sont peut-être innovants, mais on ne sait pas les livrer là où il les faut, quand il les faut. J'ai un vaccin qui est à un endroit donné, mais il faut les livrer très rapidement à certains endroits. Et donc d'avoir des arguments et des formations qui permettent de savoir ce qui existe, comment le mettre en œuvre, ou à l'inverse, se dire oh là, attention, ce truc-là, ça existe, mais c'est pas fiable encore, et donc soit on est très innovant et on va là-dedans, soit à nos risques et périls, soit entre guillemets on attend un petit peu que tout ça prend un petit peu de maturité. Donc il y aura un parcours accessible, donc vu de Clio, spécifique à ces thèmes-là, supply chain management et industrie 4.0. Eh ben, c'est super, impeccable. Et enfin, l'agilité des machines doit s'accompagner aussi d'une agilité organisationnelle, ce qui nécessite de repenser le management. Et là, je laisse la parole d'abord à Ahmed et ensuite à Hervé pour son regard opérationnel. Donc, c'est à toi, Ahmed. Merci. J'espère que vous m'entendez bien maintenant. Oui, là, c'est bien. C'est parfait, Ahmed. Impeccable. En fait, oui, j'ai entendu beaucoup de termes logistique, chaîne de valeur, chaîne de production, agilité, innovation, rentabilité. Et en réalité, en fait, si on veut résumer les choses, tout ce qu'on est en train de faire, si on le fait pour l'humanité, pour la société, c'est-à-dire pour mieux, c'est-à-dire vivre et mieux performer, faire son travail comme il faut. Donc, il y a une composante managériale importante, c'est-à-dire au-delà des technologies, et mes collègues l'ont dit, les technologies, c'est-à-dire aujourd'hui, ils sont beaucoup plus abondantes, plus sophistiquées, il y a de l'intelligence artificielle, il y a des robots, il y a des, c'est-à-dire des capteurs, il y a des données à capter, à analyser, big data, etc. Mais au final, c'est-à-dire tout ça nous amène à revisiter les modalités de management, à revisiter notre capacité de travailler avec l'autre, notre capacité de travailler soi-même, notre capacité aussi à s'adapter, à se former à d'autres métiers, à acquérir d'autres compétences. Martine, tu n'as pas mis mon slide, je le vois. C'est vrai, pardon, autant pour moi. Parce que ça pourrait m'aider. Mais et oui. En fait, moi, j'ai essayé de vous parler du management et de l'acte de management. Et je trouve une citation intéressante qui a été dite, j'ai oublié le nom exactement, Chester Barnard, je crois, qui s'appelle dans les années 30, qui dit « Manager, c'est cultiver la responsabilité chez les autres ». Ça veut dire comment rendre les autres, c'est-à-dire capables de gérer par eux-mêmes, pas c'est-à-dire en toute autonomie. Au jour d'aujourd'hui, avec le digital, avec ces crises qu'on est en train de vivre, comme la crise du Covid, en fait, si vous pouvez couper vos micros… Oui, si vous pouvez couper vos micros, par contre. S'il vous plaît. Sauf que s'il est là, arrête toujours pareil, sur quelle page tu es. Si vous pouviez couper votre micro. C'est JPK qui parle. Merci à JPK de couper son micro. Voilà. Merci. Donc, en fait, je disais, c'est aujourd'hui, avec ce nouveau contexte, en fait, le manager et aussi les salariés sont amenés c'est-à-dire à s'adapter, à développer d'autres compétences qui existaient en réalité, mais aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nécessaires. Déjà, c'est-à-dire on parle beaucoup d'humain, du lien social, etc. Donc, un manager de demain doit, en fait, savoir prendre soin des humains, c'est-à-dire à leur aider à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle, leur vie personnelle, à les écouter, à leur faire confiance, à les motiver, à les reconnaître, à les valoriser, etc. Il y a aussi aujourd'hui tout le monde aujourd'hui avec ce qu'on a comme moyens et technologies entre les mains et Internet, c'est la meilleure c'est-à-dire invention humaine qui fait que en fait le savoir est tellement à la portée de tout le monde
que les gens s'auto-forment, développent des talents par eux-mêmes à travers des expériences, etc. Donc, le manager se doit de donner justement le moyen à chacun d'exprimer ses talents. Et s'exprimer ses talents, c'est de prendre des responsabilités, à hybrider ses compétences, c'est-à-dire à proposer des innovations, à tester, etc. C'est aussi aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'industrie du futur, c'est des objets connectés, c'est des robots, etc. Il est vraiment important d'aider les gens à développer ce que j'appelle moi l'intelligence digitale. Ça veut dire la capacité de comprendre, d'interagir et de mobiliser à bon escient des technologies du digital. Et ils sont un peu, on met tout dans digital, sauf que c'est pas vrai. Tout à l'heure, mon collègue parlait d'un ERP. ERP, c'est pas le digital. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a mis des technologies, c'est que c'est du digital. Le digital, c'est ce qui, en fait, c'est des technologies génératrices. Ça veut dire qu'ils génèrent des données, qu'ils amènent, en fait, l'être, c'est-à-dire l'humain, c'est-à-dire à interagir avec cette technologie. Aujourd'hui, on interagit dans des réseaux sociaux, on interagit avec un chatbot. Demain, on va interagir, et c'est déjà le cas dans certaines industries comme l'automobile, on va interagir avec des technologies beaucoup plus complexes, telles que les robots. C'est-à-dire, on pourrait avoir un enseignant robot qui fait, c'est-à-dire des séances d'enseignement. Il pourrait être un chef, manager, un robot, je sais pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut imaginer, c'est pas au jour d'aujourd'hui, mais dans le futur. Donc, ça veut dire que dès maintenant, il y a une acculturation du digital et de s'approprier et savoir, c'est-à-dire co-évoluer avec ce digital. Aussi, et ça revient toujours, c'est de développer des compétences qu'on appelle des compétences douces, mais en fait, c'est des compétences interpersonnelles, sociales, on peut le dire de multiples façons. Mais en fait, cette capacité à développer son empathie, à être curieux, à être créatif, à savoir communiquer, à être résilient, c'est le mot à la mode d'aujourd'hui, c'est de gérer son stress, de prendre des bonnes décisions, de savoir faire confiance aux autres et confiance en soi, c'est le sens du collectif, etc., etc. Et puis aujourd'hui, c'est comme on est dans le digital et la crise nous amène aussi à se rendre compte que le fait de ne pas être dans la même pièce, de ne pas être en contact physique direct, ça nous amène aussi à réviser le leadership, c'est-à-dire qui n'est plus basé sur le contact face à face, mais sur la capacité de comment motiver, embarquer les gens à travers une interface technologique. Et puis aussi, pourquoi pas demain, c'est de savoir dépasser des crises. Et ça vient dans le point de qu'est-ce qu'il faut manager demain. Manager, je vais commencer par la dernière, manager la transition, parce qu'on parle de transition depuis ce matin, mais manager la transition, c'est intégrer des nouvelles modalités de management, que ce soit à travers le supply chain, ou que ce soit la logistique, l'approvisionnement, le marketing, etc. Tout ça va être changé parce que on parle beaucoup d'expérience client, on parle de co-expérience utilisateur, on parle même dans nos écoles d'expérience étudiant, on parle d'expérience employée. En fait, aujourd'hui, c'est l'occasion et je pense que ce besoin de social remet encore plus l'être humain dans la boucle malgré la complexité des technologies qui sont autour de nous. Et je pense que c'est là aujourd'hui le management prend encore plus de poids dans cette balance parce qu'on peut avoir les meilleures technologies, mais si on n'est pas capable de les déployer, de conduire leur changement, ça se fait pas. Et puis donc dans les managements, il y a deux autres managements, c'est manager la diversité, c'est-à-dire comment on peut mettre des liens et des connexions entre des spécialités, entre des métiers. On voit que la médecine interagit avec l'informatique, avec la cybersécurité, les données qui interviennent partout. Manager des cultures, et pas que des cultures nationales, mais des cultures organisationnelles, des cultures générationnelles, des cultures c'est-à-dire de différentes, c'est-à-dire horizons. Et puis aussi manager le à distance, ça veut dire comment être un manager connecté et donner les moyens aux autres de se connecter pour être capable de faire aujourd'hui le télétravail, c'est pas juste ponctuel. On le voit, on voit des contrats aujourd'hui qu'on
appelle des contrats full remote. Ça veut dire que déjà, on envisage que les gens peuvent travailler de chez eux avec un contrat en bon uniforme. Bien sûr, il faut attendre une réglementation qui va s'adapter, mais tout ça, c'est-à-dire, va venir et on est amené c'est-à-dire à développer des compétences de managérial pour dépasser la discontinuité dans l'espace, la discontinuité dans le temps, c'est-à-dire entre des zones horaires différentes, la discontinuité dans la technologie, etc. Donc, en réalité, l'industrie du futur, c'est une révolution de fond, mais en réalité, c'est toujours autour de l'humain. Et l'humain se doit d'être, c'est-à-dire en capacité de s'adapter et d'intégrer tout ça et de se remettre en question, de se former. Donc, il y a plusieurs possibilités de formation qui s'offrent à cette génération, mais à ceux aussi qui sont en reconversion, parce que c'est l'avenir. Aujourd'hui, peut-être il y a des choses embryonnaires, mais dans 10 ans, il y aura des choses vraiment qui m'ont complètement révolutionné. Et je vous rappelle que rien que Internet mobile, là, sur nos téléphones portables, ça a changé complètement notre façon de travailler, notre comportement dans la rue, notre comportement en famille, etc. Donc, voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. Au fait, ça touche, c'est-à-dire, encore une fois, c'est-à-dire les relations entre les êtres humains dans le travail, mais aussi dans le personnel. Tout à fait. Parfait. On passe à Hervé avec votre regard sur l'expérience, on va dire, du terrain que vous avez au quotidien. Alors, je me reconnais dans beaucoup de choses qui ont été partagées par les différents intervenants sur ce premier bloc. Sur l'utilisation effectivement d'un ERP qui est un outil forcément, mais qui fait pas tout. En termes de management, c'est comme le marteau ou la scie pour un menuisier, quoi. C'est pas ça qui va servir à faire un joli meuble, mais c'est indispensable. Donc oui, on travaille avec un ERP. Pour autant, dans le management, il y a toutes les soft skills qui ont été développées à l'instant par Monsieur Bougaza, qui sont fondamentales, c'est clair. J'ai reconnu aussi dans les propos précédents beaucoup de choses intéressantes sur l'intelligence artificielle, sur le big data. Alors non pas que en tant que manager, je m'appuie aujourd'hui sur cela, mais en revanche, nos clients et en interne dans l'entreprise Airbus DS, on est au cœur de cela sur des cas très simples. La quantité d'images satellites, je reviens à notre activité, la quantité d'images satellites acquises est phénoménale. Elle est supérieure à ce que humainement des gens peuvent traiter en regardant tout simplement les images. Donc maintenant, on a développé, nos clients utilisent des systèmes de big data, intelligence artificielle pour aller extraire des informations automatiquement à partir de dizaines, de centaines de milliers ou de millions d'extraits d'images. Donc forcément, en tant que chef de projet et puis moi en tant que manager de chef de projet, on se doit d'être relativement compétent sur les sujets que manipulent nos clients, ne serait-ce que pour pouvoir interagir avec eux. On n'est pas des spécialistes, mais on sait s'appuyer sur les spécialistes en la matière. Donc tout ce qui a été dit, effectivement, est, en tout cas pour notre domaine d'activité, parfaitement cohérent. Et juste pour terminer mon propos, sur le management à distance, oui, alors en ce moment, il est fondamental et on y vient contraint et forcé avec les deux crises et les deux confinements successifs. Ça ouvre des portes phénoménales pour la suite, avec beaucoup plus de latitude. Je suis très honnête. Avant la première crise Covid, donc avant le printemps de cette année, dans mon équipe, j'avais quelques personnes, qui avaient un petit peu de télétravail par choix personnel et tout à fait autorisé et même encouragé par l'entreprise. On a basculé au mois de mars sur un confinement total, donc un télétravail à 100% pour toute l'équipe dont je m'occupe. Et on a pu gérer, alors grâce à des moyens informatiques, Internet, etc., on a pu gérer tous nos projets avec un niveau d'efficacité quasi à 100%. Ensuite, on est revenu sur site. Et puis là, à présent, moi, là, je vous parle, je suis en télétravail
100% de mon équipe est en télétravail à nouveau. Et même si le gouvernement autorise un petit peu de souplesse à venir sur site, à plus de 90%, les salariés de l'équipe dont je m'occupe travaillent depuis chez eux. On fait nos réunions en WebEx, exactement comme on se parle. Et ça, bon, on est contraint à le faire aujourd'hui, mais c'est l'avenir. L'avenir sera malgré tout de se rencontrer de temps en temps, mais d'être capable d'interagir à distance avec des choses à inventer dans les relations entre les salariés et leurs managers, entre les salariés eux-mêmes, retrouver numériquement la proximité que nous avions quand nous étions tous sur site. C'est l'enjeu majeur. On le découvre tous les jours et ça, c'est réellement passionnant d'un point de vue management. Merci Hervé. On voit qu'effectivement, les transformations sont là et on les vit en plus assez fortement avec cette période de confinement qui nous permet de mettre en œuvre des choses qu'on n'avait pas forcément l'intention d'expérimenter tout de suite, mais là, par la force des choses. Je vais aussi donner la parole à Jérôme pour l'aspect formation professionnelle sur ces nouvelles technologies. Oui, merci Martine. Alors, effectivement, j'ai pris le parti de partager avec vous un exemple, en fait, illustrant bien le fait que l'industrie du futur, c'est maintenant, tout simplement. Cet exemple, c'est celui de la création d'une certification professionnelle, c'est-à-dire d'une formation qui conduit à l'obtention d'un titre professionnel, en l'occurrence celui de chef de projet intelligence artificielle. Alors, les pouvoirs publics, bien évidemment, sont emparés des enjeux associés à l'industrie du futur et puis ont bien ressenti à travers leurs différents observatoires que il y avait des besoins forts sur certains métiers et pour lesquels finalement les acteurs, organismes de formation n'apportaient pas forcément pour le moment de réponses ciblées pour répondre à ces besoins de développement de compétences. Aussi, en fait, en fin d'année dernière, le ministère du Travail avait lancé un appel pour identifier, un appel auprès du monde académique et puis surtout des entreprises, les métiers qui pourraient être les métiers émergents pour les années à venir. Donc, il y a eu 17 métiers identifiés, dont celui de chef de projet intelligence artificielle. Donc, IMT Lille-Douai, en fait, a répondu à un appel d'offres lancé dans le cadre de l'EDEC Intelligence Artificielle, engagement de développement de l'emploi et des compétences, en fin 2019. Donc, c'est une action portée par finalement différents acteurs que sont à la fois le ministère du Travail, la branche professionnelle ACTO, on a aussi le MEDEF et la Cité de l'intelligence artificielle basée à Lille. Donc, pour répondre à ce besoin, en fait, nous avons pris le parti de partir on aurait pu partir d'un catalogue existant, mais vraiment partir d'une page blanche en associant une vingtaine d'entreprises impactées ou impactantes dans le domaine de l'intelligence artificielle et sur différents secteurs d'activité, de manière à être dans une démarche de co-design. On est parti d'une page blanche et puis on a cherché à identifier, quelles sont les activités typiquement d'un chef de projet IA et en regard à un certain nombre d'interviews métiers d'acteurs de terrain qui ont été menées suite à cette journée de co-design, nous avons mis en relation ces activités avec des compétences. Ça nous a amené à créer un référentiel métier composé de 44 compétences cibles. Alors,
c'est très intéressant, hein, parce que effectivement, ce qui a été dit précédemment reflète bien la situation actuelle. Hein. On a des compétences qui sont à la fois d'ordre technique, même si c'est l'IA au service du chef de projet, et puis on va avoir des compétences transverses fortes, telles qu'elles ont pu être énoncées par IMED. Hein. On a effectivement, pourquoi cette création de certification à un niveau Bac+5 ? C'est parce que bien souvent, pour répondre à un besoin, là où il y avait une difficulté et un manque, d'après les entreprises, c'est qui peut piloter ce projet IA au sein de l'entreprise, au sein de l'usine, par exemple, que ce soit au niveau d'un prestataire de service arrivant et qui doit être en capacité de comprendre quels sont les processus métiers qui se déroulent dans l'entreprise. Et c'est un chef de projet qui doit aussi être en capacité de dialoguer avec son équipe pluridisciplinaire. Hein, on a un chef de projet qui doit aussi prendre en compte des aspects éthiques, hein, tournant autour de l'intelligence artificielle, des aspects juridiques, au niveau du contrat, par exemple, au niveau de la privacy, au niveau de la sécurité des données. Et puis un chef de projet qui doit être en capacité de travailler avec des data scientists, c'est-à-dire une personne qui doit comprendre, sans forcément être un spécialiste de la donnée, comprendre voilà, ce que ça implique de lancer un projet IA dans une entreprise et comment interagir avec son équipe composée de data scientists, par exemple, et pour faire en sorte, d'avoir le leadership nécessaire pour mener à bien le projet auprès de son équipe, mais aussi d'être aussi crédible auprès de l'entreprise et lever les difficultés qui sont inhérentes au domaine de l'IA. Hein. On peut avoir de la méfiance, et donc de la méfiance, pourquoi ? Parce que de ce qui nous en a été relaté, par exemple, d'apporter des solutions nouvelles s'appuyant sur l'IA, ça a un impact sur les métiers. Et il y a des utilisateurs de ces solutions qui convient de convaincre de manière à ce que la solution soit acceptée par l'entreprise qui la déploie. Donc, c'est un chef de projet qui, on le disait, au-delà de détenir certaines compétences en termes de management dans la réalisation du projet technique, IA doit aussi, quelque part, avoir des compétences en lien avec la communication, en lien avec l'accompagnement au changement, de manière à pouvoir convaincre et, quelque part, lever des freins au sein des organisations pour pouvoir le plus aisément possible, le plus efficacement possible, mettre en œuvre et réaliser son projet. Ces compétences ont été référencées, c'est ça ? Voilà, donc ce référentiel métier, en fait, a été déposé auprès de France Compétences, hein, qui a en charge, donc c'est une émanation du ministère du Travail, qui a en charge l'examen des différentes certifications créées. Donc là, en l'occurrence, celle de chef de projet intelligence artificielle. Le dossier a été déposé au mois de mai. Donc, on a œuvré en particulier durant la crise Covid, mais à distance, comme ça avait été souligné par notre précédent intervenant, pour mener à bien ce projet et le réaliser dans le temps initialement prévu. Donc, France Compétences instruit le dossier de manière à ce que, effectivement, IMT Leadway soit l'organisme certificateur sur le métier de chef de projet IA. Donc, c'est une formation de 200 heures qui se déroule pour la session pilote de janvier à juin 2021 avec, bien évidemment, vu le contexte, des modalités qui seront principalement dans la distance. D'accord. Ben, merci Jérôme. Du coup, on va passer rapidement à la deuxième thématique. Alors, comme on a déjà dépassé un petit peu l'heure, donc je vous demanderai à tous d'être
assez bref et synthétique sur cette deuxième thématique qui est donc la préoccupation environnementale dans l'industrie ou comment concilier finalement des besoins qui sont exprimés de plus en plus par les consommateurs et les utilisateurs et la nécessité aussi de préserver l'environnement dans toutes les étapes de la chaîne de valeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de conséquences sur les métiers et est-ce que ça favorise peut-être aussi l'émergence de nouveaux métiers? Du coup, avant d'avoir les réponses, je vous soumets une petite question. Ah, c'est bien. Et je laisse la parole donc à Yann, de nouveau pour le secteur recherche et conception. Merci beaucoup. Effectivement, pour ce secteur, évidemment, dans la recherche et la conception, le principe de l'éco-conception et la prise de conscience écologique est un événement majeur et doit être pris en compte. J'imagine que la plupart des grands groupes, mais aussi des grands laboratoires de recherche s'inscrivent dans tout ce qui va être signé lors de la COP21 et dans cette volonté justement de réduire l'empreinte écologique de nos métiers et notamment au niveau de l'industrie. On connaît malheureusement les clichés de l'industrie polluante, mais c'est également l'industrie numérique, puisque exactement comme le disait la question précédente, le numérique n'est pas une empreinte écologique très forte. Pour faire tourner des data centers, il faut évidemment énormément d'énergie électrique et de consommation et de refroidissement, qui fait que finalement ce qui nous paraît complètement anodin comme envoyer un mail a en fait un impact relativement énorme sur notre environnement écologique. Donc aujourd'hui, dans la recherche et la conception, la prise de conscience est forte et elle intègre tous les grands domaines de ce qu'on appelle le DDRS, donc le développement durable et la responsabilité sociétale. Et donc ça se limite pas uniquement à un point de vue écologique, mais ça prend aussi en compte ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. C'est-à-dire que on doit prendre en compte dans nos nouveaux métiers tout l'impact au niveau de la société que le numérique puisse avoir, à la fois en termes écologiques, mais en termes social, en termes d'évolution. Et donc, cette prise en compte du DDRS dans la recherche et dans les révolutions numériques et industrielles fait clairement évoluer les choses. Et aujourd'hui, au niveau de l'innovation et de la conception de nouveaux produits, elle doit être un des éléments majeurs qui impactent la création à la fois de valeur et de produits. Merci Yann. On passe à Damien pour la production. Alors, c'est vrai que cet aspect environnemental, c'est un point un peu délicat. Hein. Les entreprises sont de plus en plus concernées, bien sûr, pas forcément parce qu'elles le souhaitent, mais parce qu'il y a une forte incitation sociétale, un peu gouvernementale. Mais aujourd'hui, l'environnement passe pour de très nombreuses entreprises, enfin, sauf celles qui vendent des solutions RSE à la rigueur, après d'autres contraintes. Les entreprises d'aujourd'hui gèrent une diversité de produits très importante, ça implique d'être flexible dans l'outil de production, elles sont soumises à des charges importantes, potentiellement très variables. Donc voilà, c'est un peu délicat. Donc, si on prend l'exemple de l'industrie automobile, par exemple, on peut mettre en place de l'effacement énergétique. Hein, donc l'idée, c'est de décaler dans le temps des dates d'opération parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie en entrée. Le retour que j'ai eu moi, sur un industriel, c'est que ce type de pratique, c'est bien gentil, mais eux, pour 1 minute de retard, ça leur coûte 10 000 euros, 10 à 100 000 euros. Donc, l'entreprise qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, si on met en place ce type de process, en 1 semaine, vous avez coulé la boîte, quoi. Donc, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais on en est pas loin. Il y a quelques années de ça, Valeo utilisait des transports exceptionnels, donc ils doivent toujours en utiliser, en avion, en hélicoptère, en taxi, pour envoyer des pièces par petits lots lorsque c'est nécessaire hein, vers leurs clients. Environnementalement, c'est pas forcément très très bon. Donc en 2010, ils avaient l'objectif de le réduire de 50%. Donc vous voyez qu'il y a encore quand même des fractures entre les attentes et la réalité. Donc tout ça pour dire que sur l'amélioration environnementale, il y a concrètement tout à faire et probablement un vivier d'emploi conséquent. C'est pas nouveau. Hein. En 2000, on notait déjà le décalage entre l'offre et la demande sur ce sujet. Donc, les temps changent. Donc, si on doit mentionner quelques branches d'emploi, pas être trop pessimiste quand même. Donc, l'optimisation de la performance énergétique, hein, donc,
un thème de recherche qui m'est assez cher. Donc, on travaille par exemple avec une entreprise qui développe des outils d'IA à cette fin. Les technologies, bien sûr, sont pas imperméables, ça diffuse dans différents domaines. La gestion des intrants et des déchets aussi, dans les industries, dans les bâtiments, l'empreinte carbone liée au transport, on l'a mentionné avec Valeo par exemple. Donc ça passe beaucoup par des compétences informatiques, le développement de logiciels, mais aussi par la mise en place de bonnes pratiques sur les sites. Donc on peut aussi mentionner par exemple des compétences sur les meilleures techniques disponibles, donc être à même de déterminer quand on conçoit ou reconçoit un système, les meilleurs composants, les procédés à considérer et les éventuelles interactions entre ces composants. Ou encore des métiers liés à la responsabilité, responsable qualité, sécurité, environnement, QSE, ou encore les ingénieurs en risque industriel. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire dans ces domaines. Merci Damien. Donc j'imagine que pour la maintenance, il en est de même, Karim? Oui, alors beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais être relativement court. Oui, alors souvent on me dit ce serait bien d'envisager de changer de nom et de s'appeler maintenance et développement durable. Alors là, à un moment, il faut un petit peu arrêter puisque la maintenance, par essence, c'est du développement durable. Sinon, on fait pas de maintenance. On remplace dès que c'est défaillant, on remplace par un autre système. Donc voilà. Ensuite, les techniques et les approches évoluent aussi. Donc, comme ça a été dit, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, l'utilisation des ultrasons pour traquer les fuites. Jusqu'à il y a, allez, on va dire 5-6 ans, c'était pas du tout une surprise d'entendre un responsable maintenance qui disait je vais racheter un compresseur pour compenser les fuites. Voilà. Aujourd'hui, non, on va traquer les fuites. Alors, c'est sûr que il y a le côté un petit peu répressif de directives européennes qui demandent la maîtrise de l'énergie, mais il faut savoir que un trou de 1 mm sous cette barre de pression, c'est 350 € que vous balancez dans l'air. Un trou. Donc vous imaginez les économies qu'on pourrait faire. Bien entendu, tout ce qui est gestion des déchets, cela commence à être complètement intégré, mais comme ça a été dit, il y a encore du chemin. À partir du moment où il y a l'aspect économique qui rentre en ligne de compte, on veut bien faire du développement durable, mais bon voilà, c'est comme ça. Et donc la maintenance a toujours été sensible à ces approches-là. Et aujourd'hui, oui, cela fait partie intégrante de la maintenance et des approches de la maintenance, la partie développement durable. Merci Karim. Bruno, pour le Big Data? Oui, alors le big data et les préoccupations environnementales, c'est un peu les deux facettes. C'est Janus qui a deux têtes. D'un côté, ça peut effectivement amener de l'optimisation énergétique et plus globalement de l'optimisation environnementale, puisqu'on va être capable de mieux percevoir un certain nombre de choses. Et puis d'un autre côté, le numérique à lui tout seul, c'est donc Yann en a parlé, c'est aujourd'hui pas loin de 10% de la consommation énergétique mondiale, c'est les data centers. Et donc, ça en fait le 5e ou 6e pays. Si on ramenait ça à l'échelle d'un pays, ça serait l'équivalent du 5e ou 6e pays le plus consommateur de ressources. Donc, on en est là. Donc, clairement, cette préoccupation environnementale commence à bien percoler dans les milieux du numérique. On commence à bien prendre conscience de ces problématiques-là. On essaye de s'améliorer. Mais il y a un long chemin à faire pour arriver effectivement à avoir une empreinte, disons, minimale en ce qui concerne le numérique. Donc là aussi, sûrement des nouveaux métiers à créer pour travailler sur la préoccupation environnementale dans le numérique. Merci Bruno. Et est-ce que c'est le cas aussi dans la supply chain, Jean-Baptiste? Alors, c'est le cas. Alors, je dirais qu'il y a des éléments qui sont à considérer. En tout cas, ça ne va pas fondamentalement changer la problématique de supply chain management au sens de savoir faire correctement l'approvisionnement, la production et la distribution au regard de contraintes qui nous sont données par des marchés. Parce que tout simplement, il y a un angle d'attaque qui serait celui des marchés où il y a des attentes aujourd'hui en termes de produits vendus pour le client final qui font que on se doit, voilà, c'est le contexte sociétal, d'être en capacité d'éventuellement amener des réponses à des clients. Donc il y a une demande qui dit moi je veux des produits qui consomment peu d'énergie. Donc ça c'est prendre des décisions qu'on savait déjà faire prendre avant
Et on est d'autant plus fort pour répondre à ces problématiques environnementales qui pourraient être considérées comme prioritaires aujourd'hui par rapport à certains secteurs de marché, parce que c'est des attentes des clients, qu'on est en capacité d'être agile dans sa capacité de prendre des décisions, mais aussi dans sa capacité de coordonner le déroulement des activités sur le terrain et de prendre des décisions qui font sens. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qui met donc typiquement, par exemple, j'ai échangé avec une jeune créatrice d'entreprise sur LinkedIn et qui expliquait qu'elle faisait des produits made in France, et je lui posais la question, ok, votre usine est en France, mais où vous fournissez-vous vos matières premières? Est-ce que c'est made in France? Vous voyez, c'est la position d'un client qui se soucie d'acheter un produit, et donc derrière, l'entreprise, elle se fournit en Chine et elle livre des produits en France. C'est pas réellement du made in France. Donc le client est averti, et donc ça vient changer la donne du côté des contraintes imposées sur les classiques questions de où on se fournit, où est-ce qu'on produit, où on distribue. Et puis, deuxième élément à prendre en compte, c'est qu'il y a eu, comme dans tous les secteurs, à un moment donné, pour attirer un petit peu des jeunes dans ces métiers-là qui sont souvent méconnus, à Bac+2, Bac+3, Bac+5, mais aussi en entreprise, des espèces de mouvements, moi j'appelle ça le green, enfin je ne sais pas l'appeler comme ça, on peut l'appeler green bashing ou le green washing, on va tout reprendre ce qu'on fait déjà et on met des notions d'environnement. Mais la réalité, c'est que déjà, il y a un intérêt à le faire, déjà économique, tout simplement, parce que une expression populaire française qui dit que le premier sou de gagner, c'est le premier sou de pas dépenser. La première énergie de gagner, c'est la première énergie de pas dépenser sur les activités. Et énormément d'activités peuvent être optimisées par le biais de l'organisation ou du pilotage avec une réflexion qui déjà consiste à ne pas faire de bêtises, à éviter de faire des trucs qui sont discordants. Vous allez acheter 2000 pièces à un moment donné que vous allez stocker pendant 8 mois pour les assembler seulement à un instant T alors que la demande n'était pas présente. Si vous pouvez faire autrement par d'autres réseaux, ça peut être fait. Et j'en termine avec un dernier point qui est que justement l'avantage de tout ce mouvement orienté numérique, où on a beaucoup d'informations et de la capacité de traiter cette information, c'est qu'on peut être amené maintenant à aligner, voilà, on appelle ça le sustainability en supply chain, l'art de faire ce qu'on a à faire en rendant la planète telle qu'on l'a prise au moment où on a démarré notre activité. C'est-à-dire qu'on peut avoir un alignement typiquement sur des choses qu'on n'oserait pas faire aujourd'hui. Typiquement, prendre 5 fournisseurs là où on n'en a qu'un aujourd'hui, et d'être en capacité d'en prendre des locaux et de les changer, de les reconfigurer très très vite. Ça se fait en un temps très court, ce côté un peu dynamique que j'ai cité tout à l'heure. Il faut de l'aide à la décision. Et là, on a tout un ensemble de choses et de technos qui se mettent en place qui peuvent nous permettre de le faire. Et à partir du moment qu'on saura le faire, on rentre dans la sphère du management qui est il faudra vouloir le faire. Pour ça, il y a plein de bonnes raisons pour le faire. C'est vrai. Et Justine, dans votre entreprise, est-ce que c'est aussi une préoccupation qui est bien intégrée en quelques mots? Oui, tout à fait. En plus, moi, particulièrement l'entrepôt, je suis concernée parce qu'en fait, nous, on envoie des produits qui sont à température dirigée, donc dont la chaîne du froid doit être respectée. Et par exemple, l'un de nos plus gros polluants, c'est d'envoyer nos produits en glacière. Par contre, on se heurte à une difficulté, c'est qu'on n'a pas de fournisseurs qui puissent nous permettre de trouver une solution alternative, c'est-à-dire de garder nos produits à 2-8 degrés durant tout le temps du transport. Donc parfois, on aimerait bien se lancer dans ce genre de changement, mais on n'a pas les moyens pour le faire. Ouais. Donc là, c'est plus la question aussi de l'accompagnement. Hein. Comment on fait pour accompagner les entreprises qui aimeraient passer à des solutions beaucoup plus favorables à l'environnement, mais là encore, il faut effectivement trouver les moyens. Pour le management, Imed, en quelques mots, si tu peux nous indiquer effectivement ce qu'il en est de ce souci de la prise de conscience environnementale. Oui, merci. Oui, en fait, moi, je vais prendre comme Yann, en fait, plus largement et comme d'autres aussi, c'est-à-dire environnemental, mais aussi, en fait, je veux bien plus parler de DDRS, développement durable et responsabilité sociétale. Et en fait, il y a plusieurs niveaux en réalité. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'introduisais l'école, je disais, c'est-à-dire nous, on forme des managers responsables. Ça veut dire des gens qui vont accompagner en fait les transitions d'une manière responsable et durable. Au sens où, en fait, il y a une préoccupation dès la conception des produits
Tout à l'heure aussi, Jérôme parlait de l'IA, c'est-à-dire de cette capacité de l'interdisciplinaire. Il y a toujours un manager, pas forcément un technicien, mais et il sait, c'est-à-dire travailler avec d'autres qui sont des ingénieurs, etc. Mais la préoccupation initiale, c'est toujours de faire des choses qui rendent service et pas sans accès à la rentabilité, à l'économie dans un premier temps. Donc, je vais vous parler de deux choses. Au niveau des compétences, en fait, pas tout à l'heure je parlais d'intelligence digitale, il y a une dimension qui est le civisme digital, ça veut dire ou le civisme numérique. Ça veut dire quelqu'un qui sait utiliser les technologies d'une manière, c'est-à-dire raisonnable et responsable. À savoir, c'est-à-dire aujourd'hui, on est en plein confinement, etc. C'est-à-dire, il faut pas abuser, il faut voir que c'est pas parce que on n'est pas en train de prendre nos voitures et le transport en commun que l'empreinte, c'est-à-dire carbone, n'est pas en train d'augmenter. En réalité, on est en train d'épuiser par d'autres moyens, c'est-à-dire de l'énergie, etc., pour faire fonctionner énormément de réseaux, énormément de technologies, etc. Donc, il faut savoir, c'est-à-dire mesurer sa manière d'utiliser les technologies, et ça s'enseigne parce que il faut expliquer aux gens pendant que la journée les gens ont besoin d'une capacité réseau. On le sent pas très bien aujourd'hui, mais ça commence à exister. Je vous donnais comme mon collègue Karim, juste un exemple. Et en fait, passer la journée, quand on n'a rien à faire pendant les jours de la semaine à regarder Netflix, c'est pas raisonnable parce qu'il y a d'autres qui ont besoin de se connecter. Moi, le premier aujourd'hui, j'ai une panne de Wi-Fi et je sais de quoi je parle. C'est vraiment compliqué. Donc en fait, ça fait partie des choses qu'il faut enseigner aux nouvelles générations et pas que. Je vous donne un exemple comme Karim. C'est aujourd'hui quand vous envoyez une photo de 4 mégas sur WhatsApp, c'est l'équivalent d'allumer en fait une ampoule pendant 2 heures. C'est juste incroyable. Ça veut dire on le fait tous et on le fait toute la journée. C'est juste pas possible. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de réutiliser les technologies. Aujourd'hui, on le sait, surtout ceux qui sont dans le domaine et notamment les gens de l'Institut Mines Télécom. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une rareté incroyable du matériel, des minerais, des métaux rares, etc., pour développer des technologies. Donc, en fait, dans notre école, avec aussi le concours de TSP, on pousse les étudiants à réfléchir à des solutions qui vont réutiliser, recycler, etc. Et je finis par un exemple d'une start-up il y a 2 étudiants, un manager et un ingénieur, qui ont créé une entreprise dans notre incubateur commun avec l'école d'ingénieurs qui s'appelle Recommerce, qui devient aujourd'hui, c'est-à-dire le leader européen dans le recyclage des téléphones portables et des dispositifs numériques, des PC, etc. Voilà donc ce que je voulais dire. Merci Ahmed. Alors, du côté de chez Airbus, c'est le secteur de l'aéronautique. Donc, c'est vrai qu'avec la crise, il y a eu effectivement un impact sur tout le secteur. Alors, chez vous, de manière opérationnelle, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, bon, la situation est très, très compliquée. Il y a effectivement un ralentissement majeur, voire un arrêt des voyages en avion qui impactent directement les chaînes de production, c'est-à-dire les besoins des compagnies aériennes en nouveaux avions. Donc ça nous touche économiquement. Ce qui est très compliqué, c'est que parallèlement à ça, la crise nous oblige, nous contraint à voyager beaucoup moins. On s'aperçoit que l'on arrive à faire notre métier. Je reviens au project management, etc. On arrive à faire notre métier de manière tout aussi efficace. Moi, les années passées, j'étais en mission aux 4 coins du monde, quasiment 2 fois par mois, sur des voyages très lointains, au fin fond de l'Asie, d'Amérique latine, etc. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Donc, on peut imaginer que l'empreinte carbone, enfin, l'économie environnementale est majeure, puisqu'on traite tout à distance, et ça marche.
En même temps, si je pense à mes collègues qui fabriquent des avions, c'est dommage parce que eux, du coup, ils ont plus d'activité. Alors c'est quelque chose de très compliqué philosophiquement à gérer, mais c'est clair que ça va faire changer les choses. Et pour prendre un tout petit peu de hauteur, la problématique environnementale, la préoccupation environnementale chez nous, elle est très présente. On a des personnes qui sont dédiées à ces sujets. Et un tout dernier exemple, on est en train là en ce moment d'installer un nouveau centre de stockage de données, un data center très consommateur, très énergivore. Et je sais que dans le choix des technologies du prestataire, enfin dans la gestion de ce projet interne d'installer le data center, la préoccupation environnementale a été au cœur du sujet pour l'environnement, mais aussi pour nos finances. C'est-à-dire qu'on a choisi la solution qui allait nous coûter le moins cher. Les entreprises sont généralement drivées par le portefeuille et on n'échappe pas à la règle. Merci Hervé. Alors, comme on a déjà passé l'heure 30 dévolue à ce live et que j'avais quand même quelques questions qui m'avaient été transmises via les formulaires d'inscription et le forum du MOOC. Donc, avant de passer en fait à la troisième thématique, je voulais quand même qu'on s'y attarde un tout petit peu pour être sûr de pouvoir bien les traiter. Alors, il y avait une question pour toi, Imed, qui a déjà rencontré une réponse grâce à Jean-Baptiste, mais au cas où, je te la soumets si tu peux effectivement y répondre. Donc, c'est une question de Simon qui constatait que l'une des conséquences majeures du développement des nouvelles technologies dans l'entreprise est l'aplatissement de la hiérarchie et de la désintermédiation, d'un côté les dirigeants et de l'autre les opérationnels. On peut considérer que c'est la fin du middle management. Donc, sa question, c'était comment gérez-vous dans vos formations cet aspect-là? Si tu as une réponse brève, Imed. Pour être honnête, on gère pas. On commence à sensibiliser, mais pour le moment, comme l'exemple de l'ERP, en fait, il y a ce qui existe aujourd'hui, ce qui se maintient, et c'est historique, etc. Mais en fait, on amène les élèves à réfléchir autrement et être en fait partie prenante et acteur. Quand je parlais tout à l'heure de la transition n'est pas gérée par un manager qui a une étiquette manager de la transition. Tout le monde est acteur et n'importe qui est acteur de cette transition. Donc voilà, mais ça va venir forcément, c'est-à-dire à imaginer, c'est-à-dire un changement de culture, mais ça va venir parce qu'il y a un contexte sanitaire qui remet en question tout le management classique. Beaucoup de choses, on ne pensait pas qu'ils pourraient être faits de cette manière. Ils sont faits. On ne pensait pas qu'on pouvait généraliser les signatures électroniques. Donc, en fait, ça pousse même à revoir sa façon, c'est-à-dire revoir sa façon de manager et remettre en question le modèle hiérarchique classique. Voilà. Tout à fait. Une autre question qui nous a été posée par Arthur et qui voulait savoir s'il est envisageable de se projeter sur des postes de supply chain manager sans expérience préalable ou s'il est plutôt souhaitable de viser des postes de niveau intermédiaire. Alors là, j'invite ceux qui ont la réponse à en fournir une. C'est une question qui est très vaste, si je peux me permettre, parce que on peut faire du supply chain management dans une PME et avoir des responsabilités assez stratégiques, tout comme on peut être dans un service intermédiaire, dans un très grand groupe où on aura un périmètre beaucoup plus petit. Et donc tout ça pour dire qu'en clair, il y a déjà des périmètres. Faire du supply chain management, c'est un truc qui est très large. Donc quand on veut le faire sans avoir de compétences, alors après ça dépend des appétences des entreprises. Ça a été dit, je crois, tout à l'heure par le collègue quand on parlait d'innovation. Je connais certains groupes qui refusent de prendre des standards. C'est en clair, on veut mettre des gens disruptifs sur ce type de positionnement parce que quelquefois, quand c'est aussi la beauté de cette thématique, c'est qu'au fond, avec du bon sens technique qui est un petit peu éduqué en formation très rapidement. Il y a des certifications qui existent pour donner le package de base pour comprendre un peu les problématiques là. Ensuite, on peut très rapidement
monter en puissance et faire déjà des choses. Et des fois, quelquefois, on fait des choses qui sont plus cohérentes dû au fait qu'on n'a pas ces barrières au changement, qui est que certes, on connaît peut-être des solutions complexes, mais ces solutions complexes, elles étaient valables il y a 5 ans et aujourd'hui, le monde bouge très très vite. Donc, ce côté vision systémique peut aussi être accompagné pour certains, peut être vu dans ceux qui viennent avec de la naïveté, on pourrait dire ça comme ça. Après, il faut quand même, il faut un minimum de formation pour pouvoir comprendre les mécaniques qui sont en place, comme toute thématique. Je sais pas si ça répond à la question. Eh ben, on aura le retour, voilà, sur le chat. Exact. Et on a une autre question. Dans quelle mesure un manager d'un univers autre que l'industrie peut se projeter dans l'industrie du futur? Et ensuite, quels sont les postes de managers qui sont le plus en tension? Et enfin, est-ce que c'est le cas dans le secteur de la cybersécurité, par exemple, ou dans quel autre secteur les managers sont particulièrement recherchés en ce moment? Je ne sais pas si vous voulez que j'intervienne rapidement. Oui. Clairement, la fonction de management est en tension. Enfin, en tout cas, dans notre entreprise, on a du mal. On a du mal à trouver. On essaie de mettre en place une filière interne pour faire monter en compétence des chefs de projet expérimentés ou des responsables industriels expérimentés, de les amener vers le management. Ce qui n'est pas évident parce que comme ça a été décrit très, très brillamment précédemment, il suffit pas d'être bon en technique pour être un bon manager. Il y a beaucoup d'autres qualités humaines, de synthèse aussi, d'organisation, de sa propre organisation pour être capable d'organiser un département ou une équipe. Et donc oui, très, très clairement, il y a un vrai besoin. Après, sur l'interopérabilité de managers, de gens qui ont des expériences dans différents domaines, je pense que l'interopérabilité, la portabilité est assez facile parce qu'on est sur des mécanismes, pour moi, assez universels d'organisation, de gestion. Et pour finir sur le volet cybersécurité, alors là, je vais m'adresser à tous les jeunes, les moins jeunes, qui sont connectés à ce live. Il y a un besoin énorme. Je le dis pour mon entreprise qui a une partie qui gère tout le volet cyber, mais c'est pareil pour nos concurrents, c'est pareil pour nos partenaires. Il y a un domaine dans lequel, si cela intéresse les jeunes, les étudiants, il faut vous engouffrer parce que les besoins sont là aujourd'hui et à mon avis, ils le seront dans les années à venir. Et là, on est en tension permanente. Voilà. Si je peux me permettre de compléter. Puis, étant moi-même responsable d'un département de formation en cybersécurité, je ne peux qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, nous avons un gros partenariat avec Airbus Cybersécurité, nous-mêmes, au sein du département et au sein de l'Institut Mines Télécom, plus généralement. Et on a effectivement des formations qui vont du bac+3 jusqu'au bac+8 avec des formations continues aussi en reprise d'études ou en spécialisation dans ce qu'on appelle des masters spécialisés en cybersécurité au sein de l'Institut Mines Télécom et plus spécifiquement à IMT Atlantique. Et je ne peux qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est une des révolutions du numérique implique aussi une plus grande protection à la fois de nos données, de nos services et la cybersécurité sera un point crucial dans les années à venir. Tout à fait. Et une question... aussi, alors si Martine, pour compléter rapidement, si parmi vous il y en a certains qui relèvent de la formation continue, je sais qu'au niveau du CNAM, il y a un certificat qui se fait en tout à distance, orienté cybersécurité. Alors, qui est d'un format plus court qu'un master ou qu'une véritable spécialisation à long terme, voilà, mais qui peut être une maille intermédiaire qui peut intéresser, sachant que cet organisme de formation permet de se former en hors temps de travail dans un rythme qui colle bien, voilà, aux entreprises. Merci Jean-Baptiste. On a une question d'Amel qui est en terminale et qui aimerait se destiner à un métier vert et qui voulait qu'on lui confirme si le secteur où on embauche le plus, c'était bien celui de la gestion des déchets, du traitement des eaux et des énergies renouvelables. Et si oui, quels étaient les métiers qui se profilaient à l'avenir dans ces secteurs qui allaient connaître un regain, on va dire, d'intérêt.
bon, personne n'a confirmation forcément que ces secteurs. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on peut dire que dans le développement de toute l'importance de ces métiers verts, hein, de tout ce qui est meilleure gestion des rebuts, meilleure gestion effectivement du traitement des eaux et surtout le développement des énergies renouvelables, on peut en tout cas penser et envisager que des besoins vont s'accroître et qu'effectivement les entreprises qui sont spécialisées dans ces secteurs vont chercher de plus en plus à former et à développer des métiers dans ces secteurs. J'avais encore une question. Un petit complément. Donc, évidemment, hein, le secteur de la maintenance est un secteur en tension, en même très forte tension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Et dans les années à venir, cela va vraiment devenir problématique pour les entreprises parce qu'elles auront vraiment du mal à trouver du monde. L'avantage de la maintenance, pour répondre aux lycéens qui avaient posé la question, c'est que c'est transversal. Donc, vous pouvez très bien, avec la maintenance, travailler chez Airbus, hein, que ce soit pas forcément Defense and Space, mais il y a aussi de la maintenance. Ça peut être dans le traitement, donc dans tout ce qui est traitement des déchets et gestion de l'eau. Vous en trouvez à l'hôpital, puisque même à l'hôpital, heureusement, il faut qu'il y ait une garantie de disponibilité dans les grands hôtels. Donc, si vous aimez le côté technique, vous allez pouvoir vous placer où vous voulez. Et il y a réellement un besoin. Il suffit de taper emploi maintenance industrielle et vous verrez bien. Mais il y a toujours ce problème d'image où on s'imagine, enfin, tout le monde s'imagine que c'est encore les mains dans le cambouis, la clé à molette. Aujourd'hui, les clés à molette, elles seront comme ça, mais encore faut-il savoir ce qu'est une clé à molette. Donc, faut pas oublier les fondamentaux. C'est bien la tablette qui dit il faut remplacer le roulement si on n'en a jamais vu. Ça va être un petit peu compliqué. Par contre, ce qui change, c'est évidemment les outils mis à disposition. Et un jour, en plaisantant, j'avais dit que c'est comme la loi de Murphy. On cherche la clé de 12, on trouvera la 11 et la 13. Et comme par hasard, il manquera la 12. Je dis, ce serait bien que quelqu'un fasse un système qu'on puisse localiser l'outillage. Eh bien, figurez-vous qu'une start-up toulousaine l'a fait. Et on peut effectivement localiser l'outillage. Donc, c'est des secteurs qui vont, et quoi que l'on fasse, la maintenance étant transversale, c'est incontournable. Il n'y a pas moyen de faire sans. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Même les astronautes sur la station spatiale font de la maintenance. Alors, vous voyez bien. Oui, puis on voit effectivement que les frontières entre certains secteurs comme la production et la maintenance deviennent de plus en plus ténues. On voit que les responsables de production commencent à aussi avoir des compétences techniques qui sont à la frontière finalement des compétences d'un maintenancier et inversement des techniciens de maintenance qui acquièrent de plus en plus des compétences qui sont sur le terrain d'un responsable ou d'un technicien de production. Donc on voit qu'effectivement l'évolution des outils entraîne aussi quelque part une transversalité finalement dans les compétences des uns et des autres, étant donné que la collaboration finalement des deux secteurs devient de plus en plus étroite et les outils de plus en plus communs également. Donc, pour quand même donner et conclure un petit peu le troisième thème, oui, Karim. En fait, tu as tout à fait raison, puisque quand on regarde la définition normalisée, je dis bien, de la maintenance, c'est bien l'ensemble des actions techniques, on est d'accord, mais pas que, administratives et de management, et ce qui est important de retenir, durant le cycle de vie du bien. Ce qui fait qu'il y a aussi la partie développement durable. Donc, le métier de la maintenance, ce n'est pas que du technique, c'est aussi le reste. Oui, c'est la gestion quelque part des cycles de vie du produit, quelque part à mieux prendre en compte. Tout à fait. Donc, comme je le disais, il nous restait donc la dernière thématique. On a peu de temps. Je voudrais quand même l'aborder parce que c'est quand même un point très important puisqu'on a parlé beaucoup des technos, mais finalement, ça laisse aussi entrevoir finalement dans quel univers, dans quel environnement demain tous les collaborateurs vont évoluer au sein des entreprises et des usines, ce qui nous amène finalement quand même à nous dire toutes ces technos, finalement, quelle place elles laissent à l'humain dans ces transformations. Donc, on va faire un même tour de table. Par contre, je vais vous demander vraiment d'être très, très, très bref, mais au moins pour envisager le point essentiel dans chacun des secteurs
de cette place de l'humain. Du coup, Yann, je te repasse la parole sur le secteur de la conception et de la recherche. Merci, je vais être très rapide. Effectivement, c'est tout à fait en lien avec les aspects responsabilité sociétale qu'on a cités tout à l'heure. Et tout ça, ça se coordonne ensemble, où l'humain doit rester de toute façon au centre de l'innovation, comme l'a dit un des intervenants tout à l'heure. Sans humain, quel est l'intérêt d'aller avoir des machines qui produisent toutes seules si elle n'a pas d'utilisation et si ça ne fait pas améliorer la société dans son ensemble et pas uniquement pour l'économie ou la productivité à outrance. Donc, ce qui est important dans nos métiers à nous et ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de place à l'autonomie. On a bien vu la mise en place du télétravail a rendu encore plus autonomes les collaborateurs. En termes de conception et de recherche, on doit apprendre des nouvelles façons de co-créer avec potentiellement de la distance, quand la distance elle peut être géographiquement loin, à l'international notamment. Et comment est-ce que du co-développement peut être fait dans ce cadre-là. Et donc, il y a eu des impacts évidemment de la crise sanitaire sur les organisations, sur les métiers, mais tout le monde tente à dire qu'effectivement, on a numérisé notre environnement de travail, mais par contre, l'humain ne peut pas être ignoré et doit rester au cœur et au centre à la fois de notre quotidien au niveau du travail, mais aussi des conceptions et des innovations que l'on crée pour le futur. Merci Yann. Damien, quelques mots? Oui, alors bon, c'est pas tant des métiers, mais concernant l'humain, le déploiement des nouvelles technologies pratiques nécessite une formation continue par des ressources humaines, quelle que soit leur place dans l'entreprise. C'est vraiment à tous les niveaux. Et on a bien sûr, faut pas l'oublier, la problématique de la conduite du changement dès le début. Alors en même temps, tout change pas du tout au tout. Les métiers manuels, comme on l'a dit, on va en garder. À titre d'exemple, si vous prenez les métiers du luxe, un client qui achète un sac à main à 3 000 euros, il n'a pas envie qu'il soit fait par une machine. C'est pas ça qu'il achète. Donc il y aura quand même toujours la place de l'humain en tant que j'allais dire maroquinière, parce que dans cette industrie du luxe, on a pas mal de métiers, pas mal de réalisations qui sont faites par des femmes. Mais donc bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est pas ça qu'il achète. Il achète pas le truc fait par une machine. Alors après, pour aussi parler d'autres changements managériaux, on voit aussi l'émergence de beaucoup de questionnements autour de l'entreprise libérée, l'inversion de la pyramide hiérarchique, le top management au service des employés du terrain. Donc ces structures marchent très bien. Il y a plein de livres, de success stories. Alors bon, faut faire un peu le tri avec le charlatanisme et ce qui marche vraiment. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut s'auto-former, mais aussi pratiquer, parce que ça s'apprend pas non plus comme ça du jour au lendemain. Ça nécessite vraiment de la pratique, et quelle que soit la fonction qu'on exerce dans l'entreprise. Merci Damien. Je passe la parole vite à Karim en 2 mots, parce que sinon à midi, le pont Zoom sera clôturé. Donc je te passe la parole. Oui, alors ça a été rappelé par Damien, pardon. La maintenance manuelle elle reste, donc forcément il y aura de l'humain. Alors qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, ce sont les outils. Mais vous, donc ceux qui sont en terminale ou les étudiants, et vous avez l'habitude des outils numériques, et là il y aura l'aspect humain, c'est-à-dire d'accompagner ceux qui sont un petit peu plus anciens. Eux, ils pourront vous apporter leur savoir-faire et vous, votre agilité à manipuler ces outils. Et donc, ça peut être un très bel exemple de relation intergénérationnelle. Donc, l'humain en maintenance, c'est même plus la peine d'assister. Je pense que tout le monde a compris. Ce qui va changer, ce sont les différents outils. On peut faire de l'assistance à distance, bien sûr, mais si on n'a jamais fait cette opération, donc la partie savoir-faire est incontournable, et donc il y aura toujours de l'humain dans ce secteur-là, et il sera toujours mis en avant. Merci Karim. À toi Bruno, et je lance quand même les dernières questions en même temps. Oui, alors là, si on prend l'intelligence artificielle et le big data et l'humain, aujourd'hui, il y a quand même une tendance forte à vouloir utiliser ces technologies pour remplacer de l'humain. Donc,
pas forcément un très bon escient, quand on voit par exemple des applications au secteur du recrutement, où on imagine recruter, faire des analyses automatiques de CV à la place de faire des analyses humaines de ces CV. Donc je pense qu'un des grands défis sera de résister à cette tentation de voir la technologie du numérique juste comme un moyen de remplacer l'humain et donc de diminuer les coûts, mais plutôt essayer de la voir comme étant quelque chose qui permet de mieux valoriser le travail qui est fait par ailleurs par les humains. Merci Bruno. Jean-Baptiste? De toute manière, la complexité, ça se gère par des approches où les humains se parlent et que ce soit au niveau opérationnel, technique, tactique ou stratégique, dans les thématiques du supply chain management, du pilotage des systèmes de production ou des résolutions de problèmes de terrain. On en a parlé un petit peu dans le chat, il faut des humains qui se comprennent. Donc de toute manière, les systèmes ne tourneront pas. Il y a des fantasmes où on imagine nous remplacer. Il y a des secteurs où on voit des robots remplacer des activités qui se faisaient manuelles, mais elles se comptent sur les… Voilà. C'est anecdotique au regard de l'ensemble et il faut innover aussi dans le sens que l'humain qui va rentrer dans le système industrie, par ses actions, va, entre guillemets, positionner l'industrie au sein de la cité. Voilà, donc on ne va pas mettre des robots partout, très bien. Si on est tous en vacances tout le temps et que ça fonctionne et qu'on a un système qui le permette, tant mieux. Mais c'est un autre champ de réflexion. C'est clair. Justine? Oui, alors je vais essayer d'être très rapide. Moi, de mon point de vue, de toute façon, à partir du moment où je peux avoir toutes les meilleures technologies du monde dans mon entrepôt, si j'ai pas d'humain pour les faire fonctionner, ça marchera pas. Et ensuite, par rapport à une autre problématique, donc moi, j'essaie juste d'apporter des exemples concrets parce que les intervenants ont déjà tout dit pour le reste. Donc moi, par exemple, dans mon équipe, la moyenne d'âge, c'est 45 ans. Et effectivement, pour ce genre de personnes, il va falloir les accompagner. Et c'est là où le management est important pour pouvoir faire le lien entre la nouvelle technologie, le terrain et les personnes. Merci Justine. Imed? Oui, moi je vais essayer d'être bref. Donc moi je dirais sans humain, rien ne sert à rien. En fait, ça sert à rien d'inventer des choses s'il ne sert pas à l'humain. Je pense si j'ai un message à quelqu'un qui veut se former ou se reconvertir dans un métier, c'est-à-dire il y a une chose que l'humain a que les machines n'auront pas, c'est la créativité, c'est la curiosité. Donc il faut s'auto-former, il faut toujours comprendre les choses et faire des liens entre les choses. Et je pense que le MOOC qu'on vous propose là, c'est un bon outil pour comprendre tout ça. Et c'est une façon de s'auto-former par soi-même et pas que, parce qu'il y a des formations après qui sont utiles pour c'est-à-dire maîtriser une partie de cette industrie. Et l'humain a l'intelligence naturelle. C'est vrai. De toute façon, il n'y a pas d'intelligence artificielle pour moi. C'est une intelligence humaine, après tout. C'est vrai. Et l'humain a ceci d'importance, c'est qu'il y a aussi de l'intelligence sociale, en fait. C'est vrai, aussi en termes d'interaction. Ouais, en termes d'interaction. Et de plus en plus avec des compétences collaboratives à mettre en œuvre. Hein. Tout à fait. Et qui dit compétence, c'est mobiliser, je reviens à la définition première, c'est mobiliser ses connaissances, ses savoir-faire et ses savoir-être dans un contexte particulier en vue d'atteindre un objectif. Et tout à fait. Tout à fait. Et je laisse la parole pour conclure à Hervé. Merci beaucoup, Martine. Donc, oui, je ne vais pas répéter tout ce qui vient d'être dit cette dernière minute parce que je m'y reconnais à 100%. Juste pour l'anecdote et pour prendre un peu de hauteur, alors cette fois-ci au sens propre, on a parlé beaucoup de maintenance. Je voulais juste signaler que dans le domaine industriel, c'est peut-être pas le cas unique, mais c'est un cas très spécifique. Les satellites que l'on fabrique, on ne sait pas les maintenir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont partis dans l'espace, on n'a pas encore trouvé une solution pour aller réparer quoi que ce soit. Donc le satellite, il marche, et s'il ne marche pas, il est perdu. Il n'y a que le cas de la Station spatiale internationale qui est habitée, où il y a un petit peu de maintenance. Mais les satellites télécom, observation, ne sont pas maintenus en conditions opérationnelles aujourd'hui. Et c'est un enjeu majeur dans le secteur spatial, c'est d'être capable d'intervenir, de réparer, de faire une quelconque opération pour un objet qui est dans l'espace. Voilà. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent, le challenge pour le domaine du spatial, c'est parmi d'autres, c'est celui-là, c'est la MCO des objets dans l'espace. On n'a pas encore trouvé.
Merci Hervé, merci à tous. Il est 11h54, il nous reste 6 minutes avant que la connexion ne se coupe. Donc, je veux juste prendre encore ces dernières minutes juste pour vraiment vous remercier tous ceux qui sont intervenus et tous ceux qui ont participé à ce live. Je voulais juste vous dire qu'un formulaire de satisfaction va vous être envoyé par mail pour mesurer un petit peu le contenu, si cela vous a plu, si ça a pu répondre de manière pratique et utile à toutes vos interrogations. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Et vous dire également qu'un replay sera disponible cette semaine et vous sera également envoyé par mail. Et puis, écoutez, on espère avoir pu vous aider à compléter un petit peu les informations par rapport au MOOC qui en apporte beaucoup. Donc, ceux qui l'ont suivi, j'espère que ça a été un bon complément. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous invite à le découvrir. Vous y trouverez quand même une grande manne d'informations bien utiles sur le contenu des formations, sur la connaissance des métiers, des secteurs de l'industrie et toutes les compétences finalement à acquérir à l'aube finalement d'une accélération de ces transformations. On le voit avec cette crise qui nous y plonge encore plus vite qu'on ne le pensait. Donc soyez effectivement comme le message qui est intervenu dans une des questions, soyez passionnés et soyez intéressés par l'industrie parce que les métiers intéressants, il y en a. Des perspectives professionnelles malgré cette crise, il y en a aussi. Plein de secteurs sont en tension, donc n'hésitez pas à faire preuve de curiosité et à vous orienter vers des filières qui recherchent des profils, des talents et qui vous formeront de toute manière sur l'aspect technique. Il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir l'ensemble des compétences. Les entreprises sont de plus en plus des entreprises apprenantes, donc elles vous permettent de pouvoir acquérir les compétences que vous n'avez pas, mais surtout venez auprès d'elles en renfort des besoins qu'elles attendent. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée, une très bonne continuation et allez, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir.